contexte il est quand même assez morose en ce moment, qu'on parle véhicule, automobile en Provence. Mais avec Quentin justement, aujourd'hui, on va, dans ce nouvel épisode, revenir sur toute l'actualité, essayer d'être le plus pédagogique, essayer de décrypter au mieux les informations, toujours pour vous accompagner dans ce podcast avec Quentin, qui, je salue, est arrivé à l'instant dans le studio. Bonjour Quentin. Salut Eric, comment vas-tu ? Bah bien, voilà. Pour ce nouvel épisode en ta compagnie. Bah ouais, comme je te dis, le contexte un peu morose. On va essayer quand même d'être justement dans ces contextes un peu compliqués. C'est peut-être l'intérêt de ce podcast, justement d'expliquer, décrypter. Ouais, c'est pas la joie sur les routes, j'ai envie de te dire, vu les prix encore constatés cette semaine sur les totems des stations-service. Mais bon, on va essayer quand même de remonter un peu le moral avec nos actualités. Totem, c'est ton terme. Moi, j'utilise pas souvent ce terme totem. Ah, moi, je l'aime bien. Alors, figure-toi que nos confrères de Quotidien ont fait tout un sujet sur le terme totem. Justement, quand les prix de l'essence ont commencé à monter, ça m'avait fait beaucoup rire. D'accord. Donc écoute, c'est le mot pour décrire les prix à la pompe, quoi. L'objet qui affiche les prix dans les stations-service. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, on va évidemment parler du prix des carburants, mais pas que. On va aussi parler de travaux sur la 7 aussi, sur le rail. Et puis on terminera aussi par un test d'une voiture d'une marque mythique avec un nouveau. Ouais, c'est la Alpine A390. C'est ça, nouveau SUV, premier SUV d'Alpine que j'ai pu tester entre Avignon et Uzès. Très bien. Ça roule Quentin, c'est parti. Ça roule Quentin, le podcast mobilité et transport en Provence. Présenté par Éric Miguet et Jean-Guillaume Bayard, avec Quentin Choquer. Un podcast original La Provence, sponsorisé par notre partenaire Mobiliance. Allez, pour commencer, on va partir sur les petites actus, et une actu qui concerne un nombre d'automobilistes, c'est la 7, la 7 régulièrement bouchée, là va être carrément fermée prochainement. Oui, c'est ça, alors un arrêt complet comme on a déjà pu le voir l'an dernier, je sais pas si tu te rappelles Eric, je me rappelle bien, tout effectivement. Un week-end de juillet, l'autoroute A7, enfin une portion au départ de Marseille avait dû fermer pour détruire des ponts qui présentaient des défauts structurels, je me rappelle. C'est de nouveau le cas. J'ai le malheur de vous annoncer que la 7 va fermer cette année 2 week-ends. C'est 2 week-ends, d'accord. Ouais. Dont le premier du 17 au 19 avril. Et le suivant, là encore déjà la date ou pas encore ? Le suivant, ça sera en juin, du vendredi 12 juin au dimanche 14. Mais moi, aujourd'hui, je venais de parler, Eric, du premier week-end qui nous concerne quelques jours. Ouais. Donc du 17 au 19 avril. Et est-ce que, alors c'est de nouveau aussi pour une destruction de ponts ? C'est ça, en fait, c'est la métropole Aix-Marseille-Provence qui doit procéder à la destruction de ponts qui présentent à nouveau des défauts structurels. Ces ponts, ils enjambent l'autoroute, en fait. Ils sont situés chemin des Bourrélies, dans le 15e arrondissement de Marseille, chemin de l'Ermitage aussi. Ouais, notamment. Est-ce que c'est lié aussi peut-être aux travaux ? Parce que si vous prenez la 7, vous pouvez l'observer. C'est des travaux aussi pour de lignes de bus, justement, de la métropole. Est-ce que non, pour le coup, il y a toujours ces travaux, mais pour le coup, ils n'ont rien à voir cette fois. C'est juste que la métropole en fait fait des diagnostics sur les ponts et a remarqué des fissures, des armatures endommagées, les dégradations du béton, et la seule solution a priori c'est de démolir les ponts pour ensuite les reconstruire. Ils seront reconstruits, mais pour la sécurité des automobilistes, il est préférable de les détruire. Quand même des perturbations qui sont attendues, Eric, ce week-end-là. Bon, effectivement, c'est le week-end et il y aura forcément des déviations ou alors changement d'itinéraire si vous devez partir ou venir sur Marseille durant ce week-end. Oui, c'est ça. Alors, vous pouvez retrouver toute une carte qu'on a mise en ligne sur le site de la Provence qui vous indique un peu les itinéraires bis à emprunter pour contourner Marseille, pour entrer ou sortir de Marseille. L'an dernier, la pagaille annoncée n'avait pas eu lieu, je me rappelle bien. Mais voilà, la préfecture recommande quand même d'anticiper vos déplacements, en particulier si vous allez à l'aéroport Marseille-Provence ou au grand port maritime, voire de les reporter tout simplement, ou de privilégier les transports en commun. Ouais, je vois cette carte, parce que si on va vers l'est, on fait un énorme détour. C'est ça, il va falloir utiliser l'autoroute A50 ou la 55 parce que donc, cette portion de la 7 sera fermée. Et puis il y aura aussi un impact sur la rocade L2 qui, on m'a dit, sera quasi entièrement bouclée, parce que la fermeture de la 7 commence au niveau de là où la L2 la rejoint en fait. Donc pareil, on sera obligé de sortir notamment à Frévalon pour rejoindre l'autoroute A55. On reste sur les travaux, mais on passe du côté du rail cette fois-ci avec la SNCF qui a fait un point à peu près biannuel sur les travaux sur les différentes lignes de la région, avec pas mal de travaux prévus quand même pour cette année de 2026. C'est notre petit rituel, écoutez, avec la SNCF. On se retrouve tous les ans pour parler travaux prévus sur
le réseau ferroviaire provençal. Et donc sur lequel il vient d'avoir lieu, j'ai assisté à la conférence de presse de SNCF Réseau où ils m'ont un peu détaillé les grands chantiers de l'année prévus sur le réseau. Sans donner tous les détails, quels sont les points les plus importants à retenir justement sur ces grands travaux? Il y en a énormément. Il y a un budget global de 442,7 millions d'euros. Donc c'est un peu en baisse, mais ça reste énorme. Et cette somme, elle doit permettre de réaliser de grands chantiers comme à Marseille, du renouvellement d'aiguillage aux abords de la gare Saint-Charles, qui devrait entraîner, tu l'imagines bien, des restrictions de circulation pour les usagers avec des trains, par exemple, vers Toulon et Nice qui s'arrêteront plutôt à la Blancarde ou des dessertes allégées sur la ligne à grande vitesse qui mène à Lyon et à Paris. Donc ça se produira sur des week-ends en mai notamment. Et puis à Marseille, voilà, le pont-rail des Chartreux aussi, qui est situé au début de la ligne Marseille-Toulon, va être remplacé. Et pareil, ça annonce des perturbations. D'abord un week-end de septembre et puis pendant une semaine du 8 au 15 novembre, la ligne Marseille-Toulon sera complètement mise à l'arrêt. D'accord, donc il vaut mieux être informé et se renseigner, hein, peut-être justement si vous êtes usager régulier de ces lignes. Je voyais aussi une petite information passer sur la ligne des Alpes, hein, Marseille-Briançon, avec des études qui vont être menées. Hein. C'est ça, c'est pas encore l'heure des travaux sur cette ligne qui est très vieillissante, mais c'est l'heure d'une consultation ouverte au public du 13 avril au 29 mai pour présenter un peu le projet d'améliorer la ligne, de la moderniser. Parce que je le rappelle, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur veut que ces TER fassent le trajet Marseille-Briançon en 3h40 pour les Jeux Olympiques d'hiver 2030. Je vous le disais en introduction de ce nouvel épisode de Ça roule, Quentin, c'est l'annonce du gouvernement pour la reconduction du leasing électrique, du leasing social, hein, plutôt comme on l'appelle, pour favoriser l'utilisation de la voiture électrique pour les ménages les plus modestes. Ça tombe bien, hein, vu le contexte. Et justement, ce leasing social, Quentin, tu as rencontré le ministre des Transports, Philippe Tabarot. Hein. Oui, c'est ça. Alors, le leasing social, vous vous rappelez peut-être, c'est ce dispositif qui permet de louer une voiture électrique à moindre coût pendant 3 ans grâce à toute une série d'aides gouvernementales. Il va être relancé. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre il y a quelques jours pour pallier aux tarifs très élevés du carburant, même si a priori une baisse de quelques centimes se dessine dans les stations-service. Et donc, Philippe Tabarot, le ministre des Transports, a répondu à mes questions pour entrer un peu plus dans les détails de ce nouveau leasing social. Je vous propose de l'écouter dès maintenant. On l'a reçu dans les locaux de la Provence. On reste sur le même esprit d'une location longue durée entre 100 et 140 euros. Et puis l'idée, c'est de pouvoir aussi, et ça c'est la mesure qui est nouvelle en dehors du fait qu'on amplifie le leasing social, c'est de toucher les gros rouleurs. Alors gros rouleurs, environ c'est 14 000 km, c'est la notion, entre 12 et 14 000 km, c'est la notion de gros rouleurs. Et l'idée, c'est de cibler des professions, que ce soit les infirmières, les aides-soignants, les personnes qui utilisent beaucoup leur véhicule pour pouvoir aller travailler. Et là, c'est 50 000 véhicules supplémentaires qui pourraient être vendus avec une bonification très particulière. Si on accélère la production et la vente ou la location de véhicules électriques, il faut accélérer aussi la stratégie nationale sur les bornes. On sait que sur le réseau structurant, que ce soit autoroute et national, les choses ont bien évolué. De quelques centaines en 2021, on est passé à je crois, aux alentours de 4500. La montée en puissance, elle se fait naturellement. Philippe Tabarot, ministre des Transports, hein, sur cette mesure du leasing social, des informations à retrouver, hein, dans notre quotidien La Provence et sur le site internet laprovence.com avec ton article qui est dédié à ce sujet. Bon, en tout cas, cette mesure du leasing social qui s'inscrit évidemment dans un contexte un peu particulier, hein, vous le savez, la hausse du prix des carburants. Justement, Quentin, tu t'es renseigné la semaine dernière sur ce sujet. Tu es à la rencontre des automobilistes, des professionnels du secteur qui sont bien contraints de devoir s'adapter à cette situation. Hein. C'est ça. Alors j'ai pris ma voiture, malheureusement j'ai consommé du carburant pour faire ce reportage, mais je suis allé sur une aire de covoiturage, je suis allé sur un parking relais aussi, interroger voilà, des personnes concernées par cette hausse du carburant. Et ce que j'ai pu voir sur une aire de covoiturage à Aix-en-Provence, c'est qu'il y a de plus en plus de nouveaux conducteurs qui se mettent à covoiturer, notamment Christophe, hein, qui m'a confié au volant de son Renault Espace, qui venait de s'y mettre justement à cause des prix du carburant et que ça lui rapportait quelques euros
de quoi amortir un peu le trajet. Et j'ai contacté ensuite Blablacar, la métropole Aix-Marseille-Provence, la RTM aussi, qui m'ont bien décrit des changements dans les mobilités face à la hausse du prix des carburants. Phénomène de balancier, hein, voilà, ça, le prix des carburants augmente et du coup on se reporte vers d'autres modes de transport. C'est ça, c'est le fameux report modal comme on entend parfois. Alors j'ai quelques chiffres pour l'illustrer. La RTM notamment m'explique avoir constaté une hausse de 9% de sa fréquentation, la fréquentation de son réseau, donc métro, bus et tram, en comparaison avec mars 2025. D'après eux, ça s'explique en partie à cause du prix du carburant, mais pas que. Il y a aussi Flixbus qui m'a affirmé constater 15 à 20% de hausse de la fréquentation de ses cars sur des lignes au départ d'Aix et Marseille vers Nice, Lyon, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, ou même vers les pays frontaliers du sud de la France. Et puis enfin, voilà, en termes de covoiturage, alors il y a le service lancé par la métropole il y a à peu près 2 ans qui s'appelle Le Covoiturage, je ne sais pas si tu as déjà utilisé, Eric. Eux, ils ont constaté une hausse de 26% des inscriptions sur le dernier mois et un nombre de trajets en hausse de 22%. Et ce qui est encore plus impressionnant, je trouve, c'est les chiffres de Blablacar, qui a aussi son application pour s'organiser, faire des trajets domicile-travail, qui s'appelle Blablacar Daily. Ils m'ont dit avoir constaté, avoir vu doubler le nombre d'inscrits entre février et mars sur cette appli dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Dans les Alpes de Provence, ça a même triplé. Et le nombre de trajets a bondi de 25% environ dans les Bouches-du-Rhône et jusqu'à 37% dans les Alpes. Donc il y a vraiment une envie de faire plus de covoiturage de la part des automobilistes pour mutualiser un petit peu les frais sur leur trajet, quoi. Un autre chiffre qui a bondi dans ce dossier qui est à retrouver, hein, je vous le rappelle, sur laprovence.com, c'est l'achat de voitures électriques. Justement, on s'en doutait, et forcément c'est confirmé. Avec la hausse des prix du carburant, forcément les automobilistes s'intéressent à l'électrique, un autre moyen justement pour se déplacer. Et en termes de chiffres, ça a nettement augmenté, ce que tu as pu constater. Ouais, c'est assez impressionnant. J'ai obtenu des chiffres de la part du cabinet AAA Data, qu'on salue d'ailleurs, parce qu'il nous donne régulièrement des statistiques très intéressantes. Et encore une fois, ce mois-ci, avec les immatriculations, donc on peut dire aussi les ventes, généralement on n'immatricule pas des voitures pour rien, des voitures électriques ont explosé de 92% dans les Bouches-du-Rhône en mars 2026 comparé à mars 2025. 78% dans les Alpes de Haute-Provence et 70% dans le Vaucluse. Donc dans les 3 départements de Provence, il y a une envie de la part de certains automobilistes de passer à l'électrique. Autre point intéressant, justement, sur cette augmentation, ça concerne l'électrique d'occasion qui arrive sur le marché en fait. Ouais, j'ai des chiffres assez équivalents, je ne vais pas tous vous les citer, mais pour l'occasion, dans nos 3 départements, il y a aussi une forte hausse des ventes de voitures électriques. D'occasion ou D'occasion. Ouais, d'occasion, qui sont vraiment, parce qu'elles n'étaient pas au début, il y a encore 2 ans, il n'y avait pas trop de véhicules d'occasion. Là, ça commence à. Justement, ça commence à arriver. Ouais, j'ai contacté un concessionnaire marseillais qui vend plusieurs marques du groupe automobile Stellantis. Il me disait, on a notamment des Fiat 500 électriques qui ont été mises en location, en leasing il y a 3 ans et qui commencent à arriver sur le marché de l'occasion. Et c'est ce qui séduit certains acheteurs qui veulent une électrique moins chère que le prix du neuf. Un autre vendeur d'occasion, Aix-en-Provence, m'a lui parlé de la Peugeot 208 électrique, de la Citroën C3 aussi, qui font partie des modèles un petit peu accessibles, autour de entre 20 et 25 000 euros. En tout cas, vu le contexte, ça se comprend au niveau de cette dynamique autour de l'électrique. Et justement, on va rester dans l'électrique avec l'essai de l'Alpine A390, la marque fameuse, la marque mythique Alpine qui se dope à l'électrique aujourd'hui. Et toi, tu as fait le test de l'Alpine A390. Alors, si vous connaissez Alpine, vous avez peut-être l'image du Roadster, mais là, c'est l'A390. A390, c'est un SUV. J'avais un peu peur, je t'avoue. Ah ouais. J'avais peur de me retrouver avec un véhicule un peu pâteau, comme certains SUV, et pas très sportif. Voilà, c'était ma crainte pour une Alpine. Et c'est pas du tout avéré vrai. Au contraire, il m'a vraiment surpris cet A390. J'ai pu le tester sur des petites routes, dans le Gard provençal et dans les successions de virages notamment. Je l'ai trouvé vraiment impressionnant d'agilité. Il est vraiment fait pour ça, pour se déhancher dans les virages. On prend vraiment beaucoup de plaisir à son volant. Ouais, c'est parce que c'est un SUV assez long, tu disais quand même au niveau empattement. Ouais, long et lourd, il fait 4,62 m de long et il pèse 2 tonnes 1 sur la balance. Ah oui. On le sent pas vraiment au volant. Mais ça ne se ressent pas au volant, c'est ça qui est intéressant. Non, je trouve pas. On est sur un véhicule assez sportif en fait, tout simplement.
Ouais, ils ont vraiment fait ils ont insufflé voilà, ce caractère sportif dans un véhicule un peu plus familial, un peu plus polyvalent que la 110. On le sent aussi dans la direction qui est précise, bon, qui pourrait l'être un peu plus, mais qui est quand même très précise par rapport à une voiture plus conventionnelle, disons. C'est très technique, mais il y a aussi un système de vectorisation du couple qui distribue la puissance entre les roues arrière dans certains virages pour faire plus pivoter la voiture. Donc voilà, ça rejoint ce que tu disais sur elle est faite pour les successions de virages, mais le comportement routier a vraiment été travaillé. Il y a un pilote, notamment pilote essayeur, qui me l'a expliqué. Ce retour en force de la marque Alpine, qui avait été une marque un peu oubliée, qui était la marque sport de Renault, on la voit avec sa couleur bleue toujours. C'est unique d'ailleurs, cette couleur bleue. C'est le bleu d'Alpine. Il y a d'autres couleurs au catalogue pour ceux ouais, qui quand même, on n'est pas obligé de rester que sur du bleu. Non, c'est joli une Alpine. Très très joli. Et justement, mais là, moi j'avais envie de te parler j'avais envie de te demander un peu l'environnement intérieur de cette Alpine, parce qu'on le remarque bien à l'extérieur. À l'intérieur, ça donne quoi? Et alors j'ai bien aimé. Je suis quand même assez mitigé parce que l'intérieur est bien fini, donc il y a du cuir Nappa, il y a de l'Alcantara, il y a du carbone, voilà, c'est quand même c'est très haut de gamme et sportif. Par contre, la présentation des écrans en fait est la même que celle du Renault Scénic, qui est la base technique partagée avec la voiture en fait. Donc ouais, c'est un peu dommage, je trouve, de se retrouver avec un tableau de bord de Scénic dans une Alpine, même si après les écrans sont plutôt fluides, il n'y a pas vraiment de soucis. Quoique je me rappelle avoir eu un bug, l'écran s'est carrément éteint pendant plusieurs secondes. Ah oui, c'est embêtant. Un peu embêtant, ouais. Mais voilà, après en termes d'ergonomie... Tu disais ce caractère sportif qui la caractérise. Est-ce que justement au niveau confort, on est bien enveloppé dans ces sièges d'Alpine, j'ai envie de dire tout simplement? Ouais, on est très bien maintenu dans ces sièges baquets, et même au niveau confort, c'est pas aussi ferme qu'une voiture de sport basse, donc ça peut bien gommer les ralentisseurs, etc. Et se comporter tout à fait civilement, disons. Oui, en effet. Alors sur ce modèle sportif, forcément, on va se poser la question de l'autonomie. C'est une électrique, on le rappelle. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'autonomie de ce véhicule? Alpine prend une autonomie de 557 km. Ça me paraît beaucoup. Alors après, voilà. Ça dépend de l'usage. Ça dépend comment on conduit. Quand on conduit une Alpine, on a parfois envie de se faire plaisir. Moi, lors de mon essai, j'ai relevé une consommation comprise entre 25,9 et 30,7 kWh au 100 km, sachant que la batterie fait 89 kWh. Donc, en faisant un petit calcul, ça fait une autonomie réelle comprise entre 290 et 343 km avec cette conduite. Ouais. Voilà, c'est pas forcément là. Pas très élevé. Je pense qu'on peut avoir plus sans exploiter toute la puissance de la voiture qui fait quand même 400 chevaux. Oui, c'est ça, 400 chevaux, quand même, ça c'est pas mal. Et après, en termes de recharge, Alpine promet qu'on peut passer de 15 à 80% d'autonomie en 29 minutes. Ça devrait s'améliorer prochainement parce que la voiture aura une batterie conçue en France par Vercor, une entreprise basée à Grenoble, d'où tu es tout à fait, Eric. Ouais. Donc voilà, on attend de voir. Ça sera sur la version GTS de cette 390 que je testerai peut-être aussi. Ok, autre chiffre peut-être intéressant à signaler, c'est question prix. Forcément, tu le disais, on est sur un modèle quand même assez haut de gamme, donc forcément c'est un prix assez haut de gamme aussi. Ouais, peut-être un peu trop même. Je trouve ça assez élevé. Enfin, c'est quasiment le prix d'une Alpine A110. 67 500 € minimum en option. Je crois que mon modèle d'essai avec toutes les options était plus proche des 80 000 €. Donc voilà, ça reste quand même un sacré billet pour cette voiture. On n'est pas sur le leasing social dont on parlait tout à l'heure, en tout cas. Non, je pense pas qu'elle soit au programme du leasing social. Ouais, donc c'est vraiment pour un modèle de luxe, donc voilà, vraiment. Alors luxe, je dirais pas luxe. Pas luxe, non, ouais. Pour moi, c'est pas encore du luxe Alpine, mais c'est sportif haut de gamme, quoi, disons. Ouais, donc voilà, si un jour vous avez la chance de l'essayer, en tout cas, Quentin vous dira que... Ils viennent d'ouvrir une nouvelle concession à Aix-en-Provence. Donc, donc on peut toujours la voir, en tout cas. On peut sûrement la voir. Et puis, alors Alpine commence à se développer aussi dans les concessions Renault. Ils ouvrent des corners dans les concessions Renault. Donc voilà, même si vous ne pouvez pas forcément vous l'acheter, vous pouvez toujours aller découvrir la voiture pour la voir de vos propres yeux. Ouais, ça peut faire une sortie intéressante. C'est toujours sympa. Toujours sympa. Très bien, écoute, merci Quentin. Merci à toi Eric. À très vite pour un prochain épisode. À très vite.